Il y a quelques mois, j'étais tellement fatigué que je ne me rendais même plus compte de combien de sacrifices est-ce que je faisais et qui me rendait encore plus fatigué. En commençant cette marque personnelle sur laquelle je publie du contenu qui parle du biohacking, j'ai dû faire plein de choses que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant et surtout que je redoutais. Initialement, j'avais un peu une image assez péjorative de la création de contenu. Je trouvais que c'était quelque chose qui venait esclavager les personnes qui consomment. Et vu que j'étais dans cette position, dans cette réalité, je le croyais. J'ai même vu d'autres créateurs dire que le fait qu'ils postent était une manière pour eux de prendre leur dopamine. Et les gens disaient en commentaire, si tu ne veux pas qu'on soit addict aux réseaux sociaux, alors arrête de faire des vidéos. Sauf que toutes ces personnes qui mettent ce genre de commentaires, elles ne comprennent pas peut-être dans quelle économie est-ce qu'on est rentré. Et donc il y a 2 mois, j'allais super mal parce que j'étais tellement fatigué. Je savais les raisons pour lesquelles j'allais pas bien. Je ne faisais que décaler mon rythme circadien en me couchant très tard, alors qu'il n'y avait pas de raison réelle à le faire, par un souci de perfectionnisme, d'ego, autonorie. Se prouver à soi-même qu'on est capable de faire les choses. J'en suis venu en fait à ne plus même vouloir faire du contenu à un moment. Et je me rappelle, c'était au mois de avril, mi-avril, mi-mai, j'avais commencé à publier énormément de contenu, plutôt plus que d'habitude, et j'ai remarqué à un moment comment j'ai craqué. Je n'avais jamais passé une période dans laquelle en fait j'étais devenu un créateur consommateur. Je créais du contenu et à côté de ça, je consommais aussi. Et au début, je me rendais même pas compte de ce que j'étais en train de faire parce que en même temps, on tombe dans ce piège, on se dit que oui, je crée donc après j'ai quand même le droit de consommer. Tout ça en fait, ça t'amène inévitablement à ce qu'on appelle le burn-out. Cette surcharge de travail que ton cerveau doit traiter. Et tout ce que je te dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose que beaucoup de personnes expérimentent et pas seulement avec les réseaux sociaux, mais aussi avec le monde professionnel. Si aujourd'hui, moi, j'en ai été victime, c'est parce que je n'ai pas compris comment bien fonctionne ce mécanisme. On n'a jamais été prévenu de comment s'en protéger. Il y a même une recherche de la performance dans la société. On veut tous réussir le plus vite possible en donnant le moins d'efforts possible. Donc on veut en fait toutes les bénédictions qui sont situées dans la polarisation extrême positive. Donc imaginons le succès, l'argent, la réussite, le bonheur, l'amour, etc., sans passer par les sacrifices. On veut tout à cause d'une frustration qui s'est accumulée au fur et à mesure du temps, sauf que la réalité, c'est que notre corps, il fonctionne à un rythme différent. On n'est pas au rythme des machines. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas chez moi. Parce que moi, initialement, je me rendais même pas compte que j'étais en burn-out. Je me disais, mais non, il faut juste que je continue encore un peu de travailler et c'est bon, ça ira. Et oui, l'ego est très fort pour te garder jusqu'au bout pour que tu fasses les choses. C'est même philosophiquement qu'on fait presque tout par ego, pour prouver aux autres notre valeur. Et c'est pour en venir à ce qui s'est passé. Donc je commence de mon côté à chercher des explications. Est-ce que je suis vraiment en burn-out? Ou alors est-ce que c'est moi qui me fais des films? Parce que quand je réfléchis à des situations qui sont vraiment pires, il y a des personnes qui vivent des choses vraiment plus atroces à côté de moi. Donc je me sentais pas légitime, je me disais mais non, c'est une sorte de faiblesse que je suis en train d'exprimer. Et donc un jour je tombe intentionnellement sur le contenu d'une personne, un entrepreneur britannique, Charlie Morgan, qui est niché dans le make money, le business, où il explique lui comment il a fait plusieurs burn-out et les différents enseignements qu'il a pu en tirer au fur et à mesure qu'il a commencé à avoir beaucoup de burn-out, c'est maintenant reconnaître les symptômes lorsqu'il a un burn-out. Et même si moi aujourd'hui je n'ai pas été à son échelle, c'est-à-dire que je n'ai pas eu des burn-out sévères, je pense que c'est toujours pertinent de sensibiliser, d'en parler tout le temps, d'en parler un minimum plutôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous amener quelques pistes sur ce que lui a apporté comme valeur aux personnes pour qu'elles comprennent comment faire face à cette chose et comment moi j'en ai fait les frais et comment progressivement je récupère. Un des premiers éléments pertinents que je souhaiterais amener à présent, c'est la dichotomie que l'on va rencontrer entre le travail, la discipline et le repos. On est dans une société où on cherche la productivité, la performance, l'optimisation de tout ce qui est possible d'être optimisé, au dépit de toute cette partie sensible qui est humaine, cette vulnérabilité. Il n'y a plus de la même manière des échanges humains à un rythme lent. Tout est accéléré, tout va vite, tout est fait par impulsion, par réaction. Il n'y a plus d'observation. Il y a d'ailleurs un livre nommé Burnout Society qui a été écrit par l'auteur Han Byung-Cho dans lequel il vient relater comment est-ce que la société a évolué d'une société disciplinaire où toutes les entités externes ont un statut d'autorité alors que maintenant on a transitionné vers une économie
où la société nous dit que tout est possible. Accomplissez-vous. Devenez la meilleure version de vous-même. Et tout ça, si on se met à la place des personnes qui étaient dans le passé, quand elles faisaient leur travail et que leur chef était content, ces personnes étaient comme rassurées parce qu'elles se disaient que il y a quelqu'un qui peut réfléchir à notre place sur le travail qu'on doit effectuer et s'il est content, tout est bon pour nous. Alors que maintenant ça a changé et toutes ces choses, elles sont internes. On se met une pression interne nous-mêmes. On vient même nous faire culpabiliser si on ne réussit pas, que c'est notre faute, par le simple fait qu'on possède toutes les ressources nécessaires de la réussite, notamment aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle qui est en train de se construire un monopole dans beaucoup de marchés. Elle vient automatiser énormément de tâches et d'activités, mais avant que ces IA puissent prendre les places, il faut qu'une personne les développe, sache utiliser ces outils. Ce sont des nouvelles compétences qu'il faut acquérir pour cette nouvelle économie qui est tellement adaptive que énormément de personnes vont se retrouver dans la partie polarisée négative. Et pour en revenir à ce que Charlie Morgan expliqué selon son expérience de vie et du burn-out, il le dit très clairement que c'est quelque chose qui est inévitable et qui est communément admis chez les personnes qui veulent réussir, qui ont des ambitions, qui veulent se développer plus que la moyenne. C'est quelque chose qui doit être su. Comment s'en protéger? Il vient identifier différentes étapes dans le burn-out que je vais te citer très rapidement. Donc, il parle du stage numéro 1, donc l'étape numéro 1 dans laquelle tu vas juste avoir des symptômes très mentaux, comme une fatigue, un brouillard mental, qui peut durer entre 1 à 3 semaines. Bien sûr, c'est une estimation encore une fois. Ensuite, il y a la phase numéro 2, où il y a des symptômes physiques comme des mal de tête, des insomnies. Ça, encore une fois, il vient théoriser que ça peut prendre 1 à 3 semaines, dépendamment de la personne, de son état de santé, de son âge. Plein de facteurs rentrent en jeu quand on veut évaluer la santé d'une personne. On ne peut pas faire un diagnostic précis et généralisé. Ce sont deux choses différentes. Et en termes de santé, chacun est différent. Dans l'étape numéro 3, il vient évoquer des symptômes qui amènent à un stress mental et physique significatif. Ensuite, il parle de l'étape numéro 4, où la personne se retrouve dans des états critiques, avec des attaques de panique, des hospitalisations potentielles, et il parle encore une fois de l'étape 5, qui serait le décès. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos publiées, mais c'est quand même très pertinent d'en reparler maintenant parce que le sujet corrobore exactement avec le système nerveux. Tout ça, c'est lié. Et dans tous les cas, toute chose dans la vie est transversale. Donc imaginons moi quand j'ai cherché pendant tous ces mois, parce que moi quand j'ai commencé cette marque personnelle, c'était en janvier, et donc jusqu'en mai, j'ai poussé très fort. J'ai fait le maximum que je pouvais selon l'état dans lequel j'étais. Mon système nerveux ne se repose pas. Donc le système nerveux, c'est l'extension du cerveau. Ce sont des nerfs qui communiquent par la suite à ton cerveau. Le système nerveux, il existe en 2 états différents, même 3. Le premier, c'est l'état de repos et reproduction, que l'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc ça, c'est l'état quand tu te trouves calme, détendu, où tout va bien, tu as accès à ton intuition, tu as accès à ton subconscient, tu te sens bien. À côté de ça, on a le système nerveux sympathique. Et ça peut induire en confusion avec le nom, mais il n'est pas sympathique du tout. C'est lorsque tu vas te sentir en danger, tu vas soit être dans la fuite ou dans le combat, ou alors dans une situation où tu es figé. Cet état, il s'active étant donné qu'il y a un lien avec l'amygdale, qui est une partie de ton cerveau, qui est le régulateur émotionnel. Il se trouve au centre du cerveau. Il est comme un gyrophare qui s'active d'une ambulance. Quand il y a un danger, un stress perçu, il va s'activer. Et le cerveau primitif, il est plus développé que le néocortex. Le néocortex, qui sont toutes ces parties avec le lobe frontal, avec le cortex préfrontal, qui sont plus développées. Alors que le cerveau primitif, il est plus émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui va réagir en premier et il y aura ensuite une réaction rationnelle. Donc dans chaque situation où tu te sens en danger, il y a toujours l'émotionnel qui va passer, puis il y a le rationnel qui va prendre le dessus plus tard. Déjà, je suis à 19 minutes, même moi, j'y crois pas que je parle, mais I'm happy. I'm happy of just being myself, talking about a subject that I know, and being so present, not being forced to just talk like a machine. This is amazing. This is great. Les petits anglicismes comme ça. So let's continue the video. Cet état de stress qui est perçu, il se manifeste normalement lorsque nous, les humains, on devait se défendre contre un prédateur, un corps externe qui était dangereux pour notre survie. Sauf que maintenant, il n'y a plus ce type de danger et tout est perçu. Et cette réaction, qui d'ailleurs doit être très courte, elle doit être temporaire et il y a énormément de personnes qui restent dans cet état énormément de temps. Et on verra par la suite pourquoi est-ce que ces personnes continuent à être dans ces états. Mais avant d'en arriver à là,
On va juste se focus sur le pourquoi est-ce que quand on est dans ces états, on y reste. Le cerveau, il est fait pour survivre. Il veut éviter la douleur au maximum. Toute chose qui va te mettre dans un état inconfortable, le cerveau va vouloir l'éviter. Si tu ressens de la tristesse, de la peur, de la colère, qui sont toute une forme de peur, de la perte de quelque chose, cette sensation de perte de contrôle. Cette perte, elle est liée à l'ego, qui ne veut pas perdre ce à quoi il est identifié. L'ego, c'est cette partie en toi qui constitue le moi, en philosophie de Freud par exemple. Cette partie, c'est celle qui est attachée à ton identité. Elle ne veut pas que tu évolues, elle veut que tu restes dans ta zone connue, dans ta zone de confort, dans tes habitudes, parce que c'est plus facile. C'est quelque chose qui est sécurisant pour le cerveau. Sauf qu'en restant dans cette situation confortable où tu n'évolues pas, ton système nerveux, il reste en mode diffus. Tu n'évolues pas et il ne comprend pas ce qui se passe. Il se met en mode stress automatique. À côté de ça, il y a aussi, durant l'enfance, certaines personnes ont eu des traumatismes. Les traumatismes, ce sont des amas d'énergie qui se sont imprégnés dans le corps et qui viennent être stockés. Ton corps les accumule, tel un vase qui se remplit avec de l'eau. Il tasse, il se remplit de plus en plus et un jour, des problèmes mentaux arrivent. Les personnes décident alors d'éviter leurs problèmes en allant dans des choses qui leur permettent de se sentir mieux. Et tout ça, c'est un mécanisme qui est mis en place par le cerveau pour éviter encore une fois la douleur. Que ce soit la drogue physique, la drogue avec les écrans, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les relations amoureuses. Enfin bref, on va s'arrêter là. Il y a énormément de moyens qui existent aujourd'hui pour qu'une personne évite ses problèmes. Maintenant, on va pas se le cacher, la société, elle veut aussi qu'on soit des esclaves émotionnels, c'est-à-dire que l'on ne soit pas pleinement à notre plein potentiel. Le système économique, le capitalisme, il est basé sur un besoin non résolu. On te fait croire qu'il te manque quelque chose et on te vend la solution dans le monde externe. Que ce soit un coaching, si tu ne te sens pas assez beau, on te vend de la chirurgie. Si tu ne te sens pas assez aimé, on te crée des applications de rencontres. Si tu vois que tu n'as pas assez de sens dans ta vie, on te crée du développement personnel. Toutes ces choses, elles sont faites pour te prendre ton argent, littéralement. Tu es un portefeuille vivant pour le système afin que tu puisses huiler les rouages du système qui a été créé, designé pour les 1% les plus riches, ceux qui sont dans la partie haute de la pyramide et qui commandent le monde. Maintenant, il y a une autre chose à comprendre, c'est que les émotions, elles ne sont pas faites pour être évitées. Une émotion, c'est un signal que ton corps t'envoie. C'est littéralement de l'énergie en mouvement. Quand tu ressens de la joie, ça veut dire qu'il faut que tu continues à faire cette chose. Quand tu ressens de la tristesse, c'est pour la perte de quelque chose et qu'il faut que tu laisses aller ça. Quand tu ressens de la peur, c'est quelque chose, encore une fois, de la perte. Ton cerveau te dit que si tu fais cette chose, tu vas là-bas, tu vas perdre ce que tu as déjà, qui ne t'appartient pas d'ailleurs. Toutes les émotions que l'on ressent, elles sont faites pour nous donner un message, afin que l'on puisse prendre une décision, nous mettre en mouvement. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas seulement les émotions positives qui doivent normalement nous driver, nous donner de l'énergie pour passer à l'action. On ne peut pas juste passer à l'action quand on se sent bien. On doit passer à l'action quand on se sent pas bien non plus. Parce que parfois, l'énergie, quand elle est négative, elle est encore plus puissante. Une personne qui est à la salle de sport et qui a rompu récemment avec son partenaire, on voit très bien qu'il pousse plus à la salle. C'est un signe, on le ressent. Il a plus de choses à évacuer. C'est pour ça qu'encore une fois, le sport est très bénéfique pour évacuer l'énergie. Et même ce qui est vrai, c'est que si je devais apporter maintenant ma propre philosophie en le disant en quelques phrases, je le définirais de cette manière. Les émotions négatives sont des leçons qui te permettent par la suite de prendre les décisions afin que tu puisses obtenir ce que tu veux dans la vie. Quand tu fais une erreur et que tu ressens par la suite une émotion négative, tu sais que cette chose, tu ne dois plus la faire. Sinon, tu vas re-avoir cette douleur et tu vas vouloir l'éviter. Et c'est tout l'enjeu de la vie, au final, si ça se résume à cette phrase, que la vie est faite pour apprendre, expérimenter et se développer. N'est-ce pas la phrase la plus vraie que tu n'aies jamais entendue ou que tu as déjà entendue, que je répète seulement. Et quand tu réalises tout ça, eh bien tu vois que mon histoire, là je vais te dire au final comment ça s'est terminé. Quand j'allais pas bien, j'ai dû faire des choses pour aller mieux, on est d'accord. J'étais dans un état où je voulais être tellement discipliné et me reposer le moins possible. Je voulais obtenir toutes les bénédictions de l'univers le plus vite possible. Et je suis retombé dans mes mauvaises addictions. Regarder des séries, regarder énormément de contenu sur les réseaux sociaux qui ne servent à rien. Manger de la nourriture qui ne sert à rien. De la nourriture dans
Dans le sens des pop-corn, des chips, kebab, etc. Des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, parce que la règle qu'il faut suivre, c'est la loi de Pareto. Tu peux manger 80% du temps des bonnes choses qui t'apportent une bonne information à ton organisme pour que ton organisme il puisse avoir les antioxydants, les vitamines, les minéraux, les flavonoïdes, les acides gras. Et l'autre partie du temps, 20% du temps, tu peux manger des choses qui te font plaisir. Et tout ça, ça m'a amené un petit peu à avoir de la honte. Je me sentais pas bien, je voulais pas faire de vidéos parce que je ne me suis pas écouté, je ne suis pas allé au rythme naturel que fonctionne mon corps. Depuis, je me suis reposé, je vais de mieux en mieux. Et le point avec Charlie Morgans, c'est que il prône la même chose. Il faut se reposer, il faut avoir des temps où tu te reposes. Tu ne peux pas seulement chercher à travailler au maximum. Et là, ce que je te dis, ça peut paraître un peu redondant, évident, que je suis en train de dire, il faut se reposer, c'est normal. Sauf que si lui, moi et d'autres personnes ont ce problème, c'est que on n'est pas les seuls. C'est que peut-être que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, que tu te retrouves dans cette situation aussi. C'est même une idée que Han Byung-chul nous dit dans son livre, que on cherche tout le temps à donner du sens à nos actions. Est-ce que la beauté de la vie, ce ne serait pas parfois d'avoir juste d'être dans un état contemplatif, où on fait les choses sans la recherche d'un résultat qui a du sens. Faire les choses pour être. Maintenant qu'on a discuté de tout ça, je vais te donner certaines méthodes qui ont fonctionné pour moi, qui m'ont permis d'aller mieux, que tu peux appliquer à ta manière. Parce qu'on est tous différents, on a tous des vies différentes, des journées différentes. Donc ce qui a fonctionné pour moi peut ne pas fonctionner pour toi, encore une fois je le répète. Mais notre système c'est le même. On a un cœur, deux poumons, un foie, deux reins, un intestin grêle, enfin on est constitué de la même manière, chacun de manière unique. Et ce que je vais te dire, ce n'est pas révolutionnaire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est juste que on l'évite, on ne veut pas le faire, parce que ça ne donne pas le résultat tout de suite. Toutes ces choses, elles sont si évidentes. Si je te dis la méditation, la respiration Wim Hof, le grounding, le yoga, le qigong, les étirements, c'est des choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps dans la journée, mais qu'on ne fait pas. On se dit que c'est inutile, que c'est une perte de temps. Et à côté de ça, notre posture, on respire mal. Et après, on se demande comment est-ce qu'on peut aller bien. C'est exactement les éléments que je veux voir avec toi maintenant. La posture et la respiration sont deux éléments qui envoient des signaux indirects à ton corps. La PNL, qui est la programmation neurolinguistique, est une science dans laquelle il y a la connexion entre le langage, la posture et les pensées. Si tu agis d'une certaine manière, penses et dis des choses d'une certaine manière, tu vas incarner l'identité d'une certaine personne. Si imaginons je suis pizzaiolo en Italie, je vais avoir une certaine manière de parler, une certaine manière de penser et une certaine manière de me déplacer. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'énormément de personnes se retrouvent dans un état où elles sont tout le temps comme ça. Et même moi, ça m'arrive de marcher dans la rue comme ça. Parce que je fais du montage. Mais Théodore, il y a un temps pour tout sous le soleil. Ajouté à ça, il y a énormément de personnes qui ne respirent pas bien, qui respirent par la bouche. Il faut respirer par le nez, étant donné que le nez, ça envoie aussi un signal au corps de détente. Alors que quand tu respires par la bouche, tu envoies à ton corps un signal de stress, que tu es en danger. Et ça active l'amygdale, ça désactive le cortex préfrontal, tu te mets en système nerveux sympathique, tu es en combat-fuite figé, tu ne te sens pas bien, tu crois que tu vas bien, mais tu ne vas pas bien. Et après, tu te demandes comment s'accumulent tes problèmes. Tu as des problèmes de sommeil, d'apnée du sommeil, d'hormones, de digestion. Toutes ces choses, elles sont liées. Tu n'arrives plus à avoir cette ressource interne qui est la sécurité, le lien, le sens, la sensation de capacité. Donc toutes tes ressources, elles sont déréglées. Tu es déconnecté de toi-même et tu ne sais pas quoi faire. Et la vérité, c'est que la méditation, la respiration Wim Hof, les étirements, tout ça, ce ne sont que des outils pour détendre ton système nerveux. Ton corps, il est très intelligent, il te parle tous les jours, mais tu ne l'écoutes pas. Il faut que tu fasses en sorte que tu ralentisses chaque jour un petit peu. Même toutes les heures, tu devrais chercher à ralentir, à te calmer, juste te calmer. Pas chercher tout le temps à faire des actions qui te stimulent. Et c'est spécifiquement de cette surcharge mentale, on peut ne pas être énormément fatigué physiquement, mais mentalement, on est tellement stimulé par toutes les informations que l'on consomme, qui sont parfois inutiles. On n'a pas besoin parfois de ces informations. Pourquoi est-ce qu'on les consomme? Il n'y a aucun intérêt pour combler le vide, pour rajouter des couches à l'ego. Il faut prioriser le repos, le repos, le repos, le repos. C'était tout pour cette vidéo.
Je te laisserai un lien en description dans lequel j'ai créé un lien où tu trouveras une page Notion. Elle vient te regrouper plein de techniques qui viennent t'aider à gérer ton stress. C'est quelque chose de réel. On vit dans un monde hyper connecté. On ne peut pas ne pas être stressé sauf si on habite à la montagne, isolé. Et même ces personnes, elles ont un certain type de stress. Imaginons qu'elles aient des animaux à gérer, des brebis, des vaches, des moutons. Tout ça, c'est du travail. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te laisse t'abonner, liker, me proposer un autre sujet de contenu qui serait pertinent. Prends soin de toi et à bientôt.